Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je vais commencer par faire l'appel à les attirer présents. Humbert Audrey, David Jean-Christophe, Gaël Véronique, Murray Philippe, Garcia Josepha, Gren Marcel, Jiménez Sibaël, Nicolas Noir, Pelel Marielle, elle arrivera un petit peu en retard, Para Séraphin, Munoz Dominique, Archembault Nicolas, Galabou Munoz Sabrina, Bouffini Hervé qui a donné le pouvoir à Delphine Agné, Boudé Manuel, Paul Roger, Carijo Vanessa, Laurent David, Agné Delphine, Boudjema Bruno qui a donné le pouvoir à Vanessa Caruso, Laura Patricia qui a donné le pouvoir à Charline Boinel, Deleu Jean-François, Boinel Charline, Stéphane Simon, Estrada Tagueva Lisiane, Falcon de Lucas Chantal, Dardé Pascaline qui a donné le pouvoir à Madame Estrada Tagueva, Boudard Nicolas qui a donné le pouvoir à M. Aspa Didier, Boula Taïssa, Benria Nerimen et Focas Gilles. Présent. Je fais passer la Alors, avant de commencer le conseil, c'est juste pour vous signaler, il me faudrait un secrétaire ou une secrétaire de séance. Merci Charlie. Alors c'est pour... Nous avons reçu de la préfecture la démission de Madame Véronique Bernal, la démission de Monsieur Jacques Massini, de Madame Monique Demichel, de Monsieur Philippe Garcès, de Madame Aline Remeise et de Monsieur François Borel, dont la nouvelle arrivée c'est Madame Nérimène Benbriand. Voilà. Alors avant de passer à l'ordre du jour du conseil municipal, quelques informations. Le départ à la retraite de M. Thierry Douelen est acté pour le 1er septembre 2024. Nous avons lancé un recrutement pour un chef de service qui aura la gestion du service espace vert et du service nettoiement avec 2 chefs d'équipe par service. A noter que M. José Villa, responsable du service nettoiement, a demandé une mutation interne. Il a rejoint le potager municipal nouvellement créé où il s'occupera de la production maraîchère qui alimentera notre cuisine centrale, maison de retraite et crèche. Autre recrutement, celui du directeur général des services. Cela va me permettre également de répondre à Mme Estrada sur le courrier que vous m'avez envoyé sur la décharge de fonction du DGS. J'ai reçu le courrier le 15 avril 2024 sur le demande d'information des charges de fonction du DGS. Je vais, Mme Estrada, dans un premier temps, vous répondre oralement et ma réponse sera suivie d'un courrier avec tous les éléments. Sur la nouvelle affectation, M. Kèbre, je vais vous joindre sa fiche de poste avec ses missions. Et vous remarquerez, quand vous aurez reçu les missions attribuées à M. Kèbre, qu'il est noté budget de l'eau. En effet, nous sommes actuellement en train d'étudier avec cet agropole la possibilité de récupérer, de gérer à nouveau la régie de l'eau de la ville de Metz. Si cette possibilité doit se faire, elle se fera, mais bien entendu, à pas n'importe quel prix. Alors, vous demandez si le poste de nouvelle affectation de M. Kèbre de Lacan, que je sache, vous aviez, avec l'ancienne équipe, l'ancienne majorité, recruté M. Kèbre sur le poste de DGA, avec le départ de M. Cédric Menon. Vous qui travaillez des notes à tous les conseils, à moins que vous travaillez personnellement en conseil, vous auriez dû noter que ce poste existe toujours. Vous demandez le montant de sa rémunération, donc je vous invite à voir à la grille indiciaire de la fonction publique, et je n'ai pas divulgué le salaire de M. Kèbre.
Dernière question, vous ne comprenez pas la phrase de M. Kerr pourra se consacrer à des projets personnels. Vous me dites, pouvez-vous préciser? M. Kerr m'a fait part d'un projet de la part de projets personnels. Là aussi, je n'ai pas divulgué les projets personnels de M. Kerr. Vous qui travaillez dans la fonction publique, vous devriez en connaître les droits et les devoirs, et je vous trouve très intrusif dans la vie privée des gens. Dans vos dossiers laissés en mairie, vous écrivez: il nous semble aussi important de rappeler urgemment avec fermeté aux agents municipaux les droits et les devoirs de la fonction publique territoriale. Je pense que vous devriez dans un premier temps commencer à vous les appliquer. Si la majorité municipale ne vous surprend pas, la majorité municipale n'a jamais fui le débat, même lorsqu'elle était dans la minorité. Le conseil municipal a toujours été certes une assemblée délibérante, mais aussi un lieu d'échange. Vous, Madame Estrada, vous préférez fuir le débat pour se défouler sur la tribune du journal municipal. Une tribune libre certes, mais pas un défouloir où l'on peut se permettre d'écrire n'importe quoi. Quand vous parlez d'accro à la charte anticorps et le manque de transparence, à ce sujet, je laisserai tout à l'heure la parole à M. Séraphin Parent. Je vous rappelle que nous avons augmenté les cadences des conseils municipaux. Et les documents sont transmis avant l'attaque légale. Que les dates du conseil sont données bien à l'avance pour que vous puissiez vous organiser. Les recrutements pour les différents postes en mairie ou les emplois saisonniers sont reçus par un jury de recrutement, composé d'élus, en l'occurrence M. Parra, la responsable des ressources humaines, l'élu référent, le chef de service concerné, voire d'autres agents. Le choix n'est plus celui d'un seul homme, en l'occurrence le maire. Idem pour les attributions de la place à la crèche, à la maison de retraite, ou les attributions d'appartements aux élus et services municipaux, CCAS travaillent en collaboration. Les attributions des places dans le port passent en commission et la liste affichée. Nous venons d'attribuer une place dans le port au 36e et 37e de la liste. Une liste qui était figée dans le tiroir du maire, où, au bon vouloir de ces derniers, l'attribution était faite, et vous savez de quoi je parle. Les exemples sont nombreux, Madame Estrada. Tout n'est pas parfait, mais nous nous appliquons à clarifier les choses dans les nombreuses zones d'ombre que vous avez laissées. Les commissions qui s'espacent, vous nous dites. Pour information, sur les commissions, nous sommes à plus de 60 commissions. Alors, je ne vais pas passer toutes les commissions. Mais à cela, il faut ajouter les réunions publiques. 2 pour le quartier des Frères Angles, 135, une éclairage public, le PLU, la jeunesse, le TALASA. Des possibilités aussi de venir dialoguer le mardi à la salle du citoyen au foyer Olympique. D'ailleurs, je remercie les colistiers de l'équipe et de l'ensemble qui siègent régulièrement aux commissions, contrairement à vous, bien souvent pour ne pas dire totalement absent. Et je signale également que M. Gray nous a donné la possibilité de siéger à la commission de finances, alors que vous n'y êtes pas inscrit. Les réponses à vos demandes qui traînent, ceux qui sont incomplètes. Je pense, Mme Estrada, que vous confondez documents administratifs et documents personnels. À ce sujet, je me suis déjà expliqué sur les documents que je ne vous ai pas transmis, puisque c'était des notes personnelles, et que je pense que les notes personnelles n'ont pas à être transmises. Depuis le début de mandat, vous n'avez jamais saisi la CADA pour une non-restitution de documents. Lorsque vous étiez à la majorité, ce n'est pas moins de 4 fois que la CADA a été saisie en 18 mois. Ensuite, vous parlez de conditions de travail qui se dégradent pour les agents municipaux avec des arrêts qui se multiplient. Là aussi, M. Parra vous donnera des explications. Et je reprendrai des écrits à vous. La ville de Metz, qui compte plus de 12 000 habitants et plusieurs centaines d'agents, pourrait être pilotée autrement. Une nouvelle gouvernance pour mettre de l'ordre de marche à la mairie avec la résolution des dysfonctionnements et l'établissement de véritable dialogue de gestion entre les élus et services. Et malgré la bonne volonté des agents du service espace vert, leur travail est très critiqué et critiquable. Alors des charges, ils travaillent comme au Moyen-Âge. Dans vos écrits, vous faisiez un état des lieux des services lorsque vous étiez aux commandes. Qu'avez-vous fait? Rien. La Chambre régionale des comptes, lors du contrôle en octobre 2017, demandait que le régime du temps de travail et des congés soit en conformité avec les dispositions légales et réglementaires. La ville de Metz avait refusé. Malgré la loi du 6 août 2019 et la crise sanitaire qui demandait aux collectivités de mettre en application les 1607 heures au 1er janvier 2022, vous n'avez rien craché, finalement, vous nous avez laissé le soin de faire le travail. Alors les tarifs municipaux, oui, quelques tarifs municipaux ont été augmentés dans un contexte d'inflation où la collectivité ne peut pas tout absorber.
Ces augmentations restent raisonnables, contrairement à celles que vous avez votées en conseil communautaire. Je ne ferai pas la longue liste des augmentations que vous avez votées en conseil communautaire. GEMAPI, eau, déchets, assainissement, taxes foncières et j'en passe. Lors du dernier conseil communautaire du 21 mars, vous avez donné votre pouvoir à Mme Laurence Magne, de Sète, qui a voté avec votre voix l'augmentation des déchets professionnels. Alors que vous aviez voté contre l'augmentation en décembre 2023, les artisans et commerçants apprécieront. Le 4 mai, vous irez manifester au domaine Cressel pour un rassemblement contre la ligne LGV. Et n'oubliez pas de leur dire que lors du conseil communautaire du 21 mars, vous avez voté, en donnant la voix à Mme Magne, pour le financement de la ligne LGV. Je pense qu'ils apprécieront votre engagement et surtout votre cohérence. Alors, la guerre ouverte avec cet agropole n'est ni plus ni moins un manque de respect envers la ville de Metz. Je pense que nous défendons les intérêts de la ville de Metz et de leur administrés, contrairement à vous. Alors j'en finirai avec le projet de Cagoule, dans lequel vous dites que ce projet, finalement, n'a pas ruiné la ville de Metz. Mais je tiens à vous dire que le montant initial des travaux, lorsque vous aviez commencé un début d'un semaine de travaux, si ce n'est de se faire la photo à Cagoulou, le montant était de 516 000 euros. Le montant modifié des travaux a été de 309 000 euros, c'est-à-dire une moins-value de 207 000 euros. Et à cela, j'ajouterai le mur que vous avez fait à GGL, qui a coûté aux alentours de 80 000 euros. Alors j'espère, Madame Estrada, avoir répondu à vos écrits et avoir éclairci les doutes que vous pouvez faire planer. Mais sincèrement, je comprends les nombres de policiers de mes ensembles qui préfèrent démissionner que de vous suivre dans votre politique de la mauvaise foi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je laisse la parole à M. Parra, qui va vous expliquer par rapport au personnel. Simplement, moi je voulais évoquer les deux points qui ont été évoqués par M. le maire. Un, les 1607 heures et l'organisation du service. Donc on a, et le deuxième point qui concerne le côté éthique et notamment la mise en place pour les agents, puisque vous savez, vous n'êtes pas sans savoir que les agents n'ont pas la possibilité d'avoir d'activités accessoires, ou en tout cas que ces activités accessoires sont encadrées. Et actuellement, chaque agent qui a besoin d'une activité, qui demande à faire une activité accessoire, on demande l'avis du déontologue du conseil de gestion 34 auquel on est adhérent, et avis qui ne coûte rien à la collectivité puisque cet avis est compris dans l'adhésion que nous faisons au conseil de gestion. Donc au niveau des recrutements, l'ensemble des recrutements font effectivement appel sont amenés par une publication telle qu'elles sont prévues par les textes. Dès lors qu'un poste permanent est ouvert dans la collectivité, un avis est lancé, une publication est ouverte en interne et en externe. Même si, quelquefois, il y a des agents qui sont intéressés, donc on a l'obligation de faire cette publication. Et pour chaque poste offert, on a un jury de recrutement qui réunit effectivement l'élu de secteur correspondant donc au poste recherché, les chefs de service, le N+1, voire le N+2 concernés, la DRH et moi-même en ma qualité de délégué aux ressources humaines. Donc, ensuite, ces postes, à l'issue du jury de recrutement, la décision est prise en commun en fonction des compétences de la personne, et le jury est souverain et donc propose ensuite au maire, et depuis que nous avons créé ces jurys, à 100%, le maire a suivi en demandant quelquefois des renseignements, mais sans interférer sur la décision du jury. Donc, de ce côté-là, je pense que la charte éthique que nous avons signée est respectée.
sur l'aspect déontologique. En tout cas, le maire, en plus, en plus des délégations, m'a nommé référent déontologue à la fois au niveau des agents et des élus. Pour l'instant, on a évoqué aussi en conseil donc, la création d'un déontologue pour les élus. Pour l'instant, on n'a pas eu de demande particulière concernant des élus. On en a eu par contre par rapport aux agents, mais pas par rapport aux élus. Voilà ce que je voulais dire concernant les recrutements et le personnel. Alors, on a actuellement, donc, au niveau du Conseil social territorial, un travail qui est fait sur le règlement intérieur parce que on a un règlement intérieur qui est très ancien, avec des dispositions qui n'ont pas été remises à jour, donc qui demandent du temps, un travail avec les organisations syndicales et ensuite une mise en œuvre sur cet aspect-là. Donc pour 2024, nous avons la charte du temps, donc, qui est la conséquence des 1607 heures, qui est en cours de travail. Et le deuxième semestre va être constitué à un élément, là aussi, qui est un élément de gestion, de management en termes d'équité, qui va travailler sur le régime indemnitaire, le RIF7 pour être précis, donc, qui est le régime indemnitaire concernant les agents, parce que la constatation est que dans la collectivité, des agents à travail égal, à expérience égale, ont un régime indemnitaire qui est complètement erratique plutôt, et on a des éléments qui font qu'on a des agents qui gagnent moins plus plutôt que leurs responsables. Donc il y a tout un système qui est à revoir au niveau indemnitaire. Donc là encore, il y a un travail de fond important qui semble ne pas avoir été fait avant et qui est en cours d'élaboration. Merci, ça a fait. Je vais laisser la parole à M. Philippe Curie, qui veut parler aussi par rapport à des demandes qui ont été faites par rapport à la culture. Merci, M. le maire. Oui, vous nous avez fait une demande d'information pour la saison culturelle 22-23. Vous souhaitiez avoir des informations concernant les activités du service culture, ainsi que, vous nous demandiez donc un bilan chiffré de la saison culturelle 22-23, le coût de la saison, les subventions obtenues, la fréquentation, la billetterie, avec un zoom sur la manifestation du temps de l'étang. Donc, je voulais juste vous répondre déjà sur ce point-là. Pour vous donner, c'est l'occasion pour nous de faire un bilan un petit peu de ce que le service culture fait depuis 2 ans. Donc, si on regarde la saison 22-23, il y a eu 41 représentations et 35 compagnies accueillies en diffusion, avec une majorité d'œuvres théâtrales. Il y a eu 20 pièces de théâtre et 11 pièces musicales, avec 48% de compagnies régionales. La première biennale du temps de l'étang, c'est 7 villes partenaires dans l'agglomération sur 14, pour une période d'1 mois du 17-5 au 17-6, avec une fréquentation de 6000 personnes réparties sur les événements. Sur la saison maintenant 22-23, il y a eu 999 enfants qui ont assisté à une représentation, près de 1000 donc, hors temps scolaire, et 56 enfants hors temps scolaire, pardon. Donc ça fait 1055 enfants qui ont assisté à des représentations annexes. Sur les actions de médiation du spectacle vivant, il y a eu 344 élèves de la crèche au collège. Alors, les actions de médiation, c'est toutes les actions où les enfants vont rencontrer le public, les artistes, etc. Font faire des ateliers avec les artistes. C'est ça ce qu'on appelle les activités de médiation. Sur les activités de médiation patrimoine, il y a eu 320 élèves qui en ont bénéficié également. Il y a eu 5 expositions d'artistes professionnels. Alors, sur le budget de la culture, on a eu 179 530 € alloués et on a dépensé 166 023 €. Voilà. Avec des recettes de spectacle de 35 283 €, d'autres recettes de 4 900 €, par exemple, pour les tournages,
Et on a eu des subventions de 24 300 €, ce qui s'était encore jamais vu à Metz. Hein. La DRAC, la région, le département et le mécénat nous ont rapporté en tout 66 783 €. Donc voilà, c'est quand même... Et tout ça, c'est un travail qui a été fait auprès des institutions. Sur la saison 23-24, il y a eu 41 représentations dans les murs et 6 hors les murs. Donc vous savez que la saison n'est pas terminée. Avec 34 compagnies régionales et 3 compagnies nationales accueillies. Avec des résidences et des 3 mises à disposition de locaux pour des compagnies qui veulent faire aboutir leur travail. À ce jour, on a 11 300 € de subventions qui sont validées, avec un budget 2024 qui a été agréé par le conseil municipal de 176 650 €. Donc le budget a été reconduit d'une année sur l'autre. Le nombre d'enfants accueillis en spectacle jusqu'au 29 avril pour la saison 23-24, on a 990 enfants qui ont été déjà accueillis en spectacle à la date d'aujourd'hui. Voilà. Donc, on vous enverra tout ça par courrier, où vous pouvez trouver tous les détails exactement, mais voilà, je voulais vous en faire part. Alors, question numéro 2, je vais vous demander d'approuver le procès-verbal de la séance du 4 mars 2024. Y a-t-il des questions ou des remarques sur ce procès-verbal? Monsieur Focas. Non, je voulais juste faire une remarque et remercier les personnes qui prennent les notes, qui rédigent le compte rendu, qu'il soit élu ou qu'il soit agent, parce qu'il est toujours de très bonne qualité et surtout il respecte la parole de chacun. Et c'est vrai que ça change ça aussi un peu avec les combats à l'époque que je menais. On nous faisait dire ce qu'on ne disait pas, il n'y avait pas moyen on abandonnait au bout d'un moment, ça restait sur le compte rendu. Donc voilà, je voulais quand même appuyer là-dessus parce que vraiment, même je suis étonné de la précision quelquefois des comptes rendus. Voilà. Merci, merci pour les élus qui notent, mais merci surtout aussi à Muriel qui fait un travail remarquable. J'ai pas voulu la citer, j'ai dit les agents. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Merci. Question numéro 3, c'est le récapitulatif des décisions que j'ai prises. Vous en avez pas mal, il y en a 35. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez détaillé. Y a-t-il des questions? Madame Estrada. Oui, une question concernant la rupture conventionnelle avec le manager de centre-ville. C'était pour savoir si vous alliez relancer un recrutement. Merci. Pour le moment, non. Il n'y a pas de recrutement. On attend d'abord d'avoir l'arrivée du nouveau directeur général des services pour un peu organiser ce qu'il faut qu'il soit organisé. Parce qu'il y a des services qui fonctionnent très bien, d'autres qui ne fonctionnent un peu moins. Donc on attend de recruter. Actuellement, il y a, je crois qu'on a déjà 6 ou 7 candidatures, donc on va avoir un choix, on va dire, assez important. Et donc, on laissera le soin au DGS d'avoir une vision et de voir, peut-être ou avoir quelqu'un à l'interne, on ne sait pas, mais pour le moment, on n'a pas lancé le recrutement, c'est le seul recrutement qui a été lancé, c'est le directeur général des services et le responsable des espaces verts et du service technique. Madame Silva, vous vouliez rajouter quelque chose? Oui, merci Monsieur le maire. Donc il ne faut pas vous inquiéter s'il n'y a pas de recrutement pour le moment. Les services, actuellement, il y a 2 agents de service commerce qui remplissent certaines missions et qui travaillent en collaboration avec les commerçants
Notamment, nous avons mis en place des ateliers participatifs avec les commerçants pour mettre en place des animations. Nous avons mis des ciels de rue en centre-ville pour créer un cheminement dynamique et commerçant. La rue du Port va être agrémentée de plantes et d'aménagements qui vont être faits par les services techniques pour faire un lien entre le port et le centre-ville. Voilà. Donc il y a aussi la station Iliwap il va y avoir une station Bon Plan. Voilà, il y a des études aussi qui sont menées par l'AGLO sur le développement économique en centre-ville et des conseils pour la ville de Metz. Donc voilà, c'est pas parce qu'il n'y a pas de manager commerce pendant quelques mois que le travail n'est pas fait et que les choses s'arrêtent en l'état. Voilà. Y a-t-il d'autres observations? Aucune. Donc je passe à la question numéro 4, finance, décision modificative numéro 1, budget principal 2024. Je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers collègues. Alors, sur la numéro 4 qui concerne une décision modificative du budget principal 2024. Alors, il faut savoir que cette année, nous sommes passés sur une nomenclature N57, ça il faut le rappeler. Dans ce cadre-là, les dépenses imprévues en autorisation de programme sont une annexe obligatoire liée au règlement budgétaire et financier adopté le 29 janvier 2024. Ces dépenses ne participent pas à l'équilibre du budget, mais leur montant doit être inscrit à hauteur de 2% des dépenses réelles de la section d'investissement. Dès lors, les dépenses réelles d'investissement s'élevant à 8 969 942 euros et 45 centimes, le montant qui doit apparaître dans les dépenses imprévues s'élève à 179 398 euros et 58 centimes et sera mentionné dans l'annexe 2B1 du budget voté. Et il est donc demandé au présent Conseil d'approuver la décision modificative numéro 1 du budget principal 2024 présentant l'annexe 2B1. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 5. Finance, autorisation d'ouverture d'une ligne de trésorerie. Je laisse à nouveau la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Alors, il faut rappeler que par délibération du 17 décembre 2021, relative aux délégations que le conseil municipal accorde au maire en vertu de l'article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, l'Assemblée délibérante a autorisé Monsieur le maire à souscrire des lignes de trésorerie à hauteur de 500 000 euros par an, tout budget confondu. Une ligne de trésorerie de montant de 500 000 euros a déjà été souscrite par décision du 28 février 2024. Il convient donc aujourd'hui que le conseil municipal autorise par délibération la souscription d'une nouvelle ligne de trésorerie d'un montant de 500 000 euros pour faciliter la gestion de la trésorerie de la collectivité. Et il est donc demandé d'autoriser Monsieur le maire à contracter donc une ligne de trésorerie complémentaire de 500 000 euros pour l'année 2024, tout budget confondu. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 6, c'est finance et l'approbation de l'état des subventions aux associations. Alors je rappelle que chaque année, des subventions de fonctionnement sont allouées aux associations messoises qui en font la demande. Après examen des comptes et des dossiers fournis par les associations à disposition des élus à mairie, il convient d'approuver l'attribution des subventions pour l'année 2024. Le montant total s'élève à 197 090 euros et l'inscription de ces aides est prévue au budget 2024. Il est précisé que certains élus membres de l'association bénéficiaires d'une subvention ne prendront pas part au vote. Donc, il est demandé
de voter ces subventions. Alors, je pense qu'il faut procéder. Alors, on va les passer peut-être parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas voter. Bon, on va les passer une par une, non? L'amicale des autres unités de table, 7 560 €. Là, tout le monde a voté, je pense. Hein. Qui est pour? Andalousie Mésoise, 300 €. Qui est pour? ASN Jean Jaurès, 700 €. Qui est pour? Il y a des gens qui s'abstiennent. Association des chasseurs et propriétaires des chasseurs et propriétaires de Metz, 1980 €. Qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Bon. L'Aviron Mésois, 1000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Badminton Club de Metz, 2000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Balade découverte occitane, 200 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Blue Calypso, 1170 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La Boule d'Azur, 900 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Corpédienne Dance, 3000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Psycho Club Mésois, 900 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. L'école de rugby Les Vigneteaux, 1800 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La jeunesse sportive mésoise, 9590 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Juno Club mésois, 6000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Les Bisons, 560 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Alors sachez, parce que je vais parler au milieu de pattes, qu'il y a deux associations qui ont demandé des aides pour des manifestations. Nous voterons en part. C'est-à-dire que là, c'est des subventions annuelles et tout ce qui est en plus, style le judo qui a fait une demande pour aller au championnat de France, ça, c'est des subventions que nous voterons en part. Les 1000 pattes, 1000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Tu ne prends pas part au vote. Voilà. Vous avez volonté d'avis Laurent. Mayoura, 180 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Rugby Club de Metz, 4000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Metz Stade Football Club, 37 800 €. Qui c'est qui part pas au vote? Alors il y a Gilles et Roger. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La nouvelle lance mésoise, 8420 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La pétanque mésoise, 1170 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La société nautique du bassin de Tours, 225 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Tambourin Club des Oies, 2200 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Tennis Club, 4050 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le VTTO, 200 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le volley olympique mésois, 3150 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Le Yacht Club de Metz, 12 385 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Ensuite, les associations culturelles, l'atelier en marche, 405 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. La fête de l'huître, 4500 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Jazz à Metz, 50 100 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Les Amis de Philippin, 3000 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. L'atelier d'expression plastique, 1130 €, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Les relevés poétiques, 300 €, qui s'abstient, qui est contre, qui est pour. Ouais, je ne fais pas que des
L'association École Calandrette, 1350 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Qui s'est contre pas pour la Calandrette? Deux. D'accord. Anissa, Caruso et M. Nicolas. Le cercle occitan Loubion, 810 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le calme, 400 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Si la vient de Michel Tricoté, 200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Les 7 péchés capitaux, 200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Attendez. Les grandes orbes de l'ordre, 300 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Bouche à oreille, 200 €. Marcel, vous pouvez débloquer pour les grandes orbes de l'ordre de l'orgue, M. Brenne, de votre part. Bouche à oreille, 200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Voice Academy, 300 €. Qui est contre, qui est pour? J'ai oublié la trahison, c'est pas grave. Ensuite, les associations culturelles festives, Collège Jean Jaurès, 1000 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? La coopérative scolaire Eliane, 150 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? La coopérative scolaire Bouti, 150 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'association Georges Clémenceau, association les élèves de Tours, 300 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'association Jules Verne maternelle, 125 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Jules Verne infirmière, association les Lémons de Tours, 200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'Ardam, 2430 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? On ne voit pas l'Ardam? Ah oui, l'administrateur. Le souvenir français, 250 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Marcel ne prend pas part au vote. Les médaillés militaires, 250 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Vous êtes des porteurs aussi, Marcel? Non, je suis en médaille. Amicalement éducation communale, 3000 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? L'association Le Chat Libre, 1100 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Club La Joie de Vivre, 800 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Le Club de l'Amitié, 650 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Les passionnés de la marine, 800 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je ne prends pas part au vote. Oui, monsieur Aspa ne prend pas part au vote des passionnés de la marine. La SNSM, 7200 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Au fil de l'amitié, 250 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Les jardins de la Taupinière, 300 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Et le fil d'Irène, 300 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Loma, 500 €. Moi, je m'abstiens. Et puis Patricia Leroy. Je ne sais pas là. Alors, monsieur Archimbault, madame Caruso, madame Boinel, madame Leroy et. Qui c'est qui a proposé? Roger. Donc, qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Et le taux en scène, 1000 €. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Et voilà, je pense que j'ai fait le tour. S'il y avait un problème, vous aurez ultérieurement. Voilà.
Question numéro 7, finance, admission en non-valeur inscrivable. Alors, tous les moyens de recours étant épuisés pour recouvrir les créances liées à l'ex-budget de l'eau, la cote étant prescrite et les dettes étant plus opposables, il convient aujourd'hui d'admettre en non-valeur les titres de recettes présentés par le comptable public pour un montant de 39 736,51 €. Donc, il est demandé d'approuver l'admission en non-valeur des titres de recettes présentés par Monsieur le comptable public pour un montant total de 39 736,51 €. Y a-t-il des questions? Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 8, finance, décision modificative du budget annexe des bâtiments municipaux. Et je laisse la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Alors, dans ce budget annexe de l'hébergement municipal, il se trouve qu'une erreur technique du logiciel n'a pas permis de traiter les restes réalisés 2023 d'une manière automatique en inscription budgétaire 2024. Et l'erreur d'écriture doit être corrigée et faire l'objet d'un vote en conseil municipal à la demande de la préfecture. Il convient donc aujourd'hui de diminuer le compte de 21,88, qui s'appelle autre, de 3 087 €,55, d'augmenter le compte 21,83, il s'agit de matériel de bureau et matériel informatique, de 534 € en report, et d'augmenter le compte 21,88 de 2 533,55 € en report. Donc le détail de cette décision modificative vous a été adressé avec les présentes délibérations, et il est donc demandé de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 annexe de l'hébergement municipal. Y a-t-il des questions ou des observations? Aucune, donc je le vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 9, finance, budget annexe pour de Metz, et je laisse à nouveau la parole à M. Marcel Graine. Merci, Monsieur le maire. Alors, il s'agit du même problème que la délibération numéro 8, puisqu'une erreur technique du logiciel n'a pas permis de traiter les restes à réaliser 2023 de manière automatique en inscription budgétaire 2024, et l'erreur d'écriture doit donc être corrigée. Donc, il convient d'inscrire en dépenses la section d'investissement plus 11 157,55 € au chapitre 20, immobilisation incorporelle, plus 17 132,45 € au chapitre 21, immobilisation corporelle. Et d'autre part, en recette de cette même section, d'inscrire la somme de 28 290 € au chapitre 13, subvention d'investissement. Donc le détail de cette décision modificative a été joint au présent ordre du jour. Donc il est demandé à notre Assemblée délibérante de bien vouloir approuver la décision modificative numéro 1 du budget annexe du port de Metz 2024. Y a-t-il des questions, des observations? Aucune. Donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Question numéro 10, finance, tarifs publics, modification des tarifs des forêts. Je laisse la parole à Madame Silva. Afin d'établir un tarif au plus proche de la consommation réelle de chaque forain, prenant en compte la spécificité des métiers, un tarif de 0,38 € par kWh et par jour, calculé selon la formule appliquée par EDF, sera facturé à la place du montant forfaitaire qui était jusqu'alors demandé pour une consommation d'électricité. Ce tarif a été travaillé et validé par le syndicat des forains. Il s'ajoutera au tarif d'occupation du domaine public pour les forains qui, eux, restent inchangés. Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la modification du tarif appliqué aux forains qui sera inscrite dans la grille tarifaire des tarifs de la ville de Metz. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie.
Question numéro 11, ressources humaines, rémunération du personnel lors des élections. Et je laisse la parole à M. Parra. Merci, Monsieur le maire. Le 9 juin, nous aurons les élections européennes. Ce ne sont pas les premières élections à Metz, mais en l'occurrence, notre conseil municipal va délibérer pour la première fois concernant la rémunération du personnel lors des consultations électorales. Donc, deux types de personnel. Le personnel du service population, qui à cette occasion va faire des heures supplémentaires, et donc il était important de les noter et de délibérer là-dessus. Et la seconde partie concerne le personnel administratif qui est mis à disposition des bureaux de vote pour assurer le travail administratif de ces bureaux. Voilà, donc il est demandé au conseil municipal d'adopter le principe de rémunération des personnels lors des consultations électorales. Vous avez les tarifs qui sont dans la délibération et d'autoriser M. le maire ou son représentant à signer tout document relatif à cette affaire. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 12, ressources humaines, modification du tableau des effectifs. Et je laisse à nouveau la parole à M. Serge Parra. Oui, comme pratiquement dans tous les conseils municipaux, la vie de la collectivité, des agents de la collectivité appelle à ce qu'on s'assure de la cohérence du tableau des effectifs. Donc, en l'occurrence, on a donc deux agents qui sont promus, et donc dans le même temps, donc on crée ces postes au tableau des effectifs, donc, notamment dans la filière animation. Et dans la filière technique, il y avait une petite erreur concernant l'appellation d'un agent qui avait été recruté à titre contractuel, qui avait été noté en tant que technicien et qui en fait occupait des fonctions technicien principales. Donc cette délibération permet de corriger le tableau des effectifs à cet égard. Donc, je vous demande d'approuver la modification du tableau des effectifs et de donner pouvoir à M. le maire pour signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette délibération, de dire que les crédits nécessaires à la rémunération aux charges des agents nommés dans la ligne des emplois seront inscrits au budget chapitre 012. Y a-t-il des questions ou des informations? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 13, petite enfance, création du conseil des crèches, et je laisse la parole à Mme Annie Galliver. Merci, Monsieur le maire. La ville s'est engagée, à travers la Convention territoriale globale, à apporter son soutien à la parentalité. Un des leviers de cet engagement est la création du conseil des crèches, instance consultative qui permet d'avoir un dialogue entre la collectivité et les parents usagers des crèches municipales. Les modalités de fonctionnement de cette nouvelle instance sont détaillées dans le projet de règlement joint en annexe. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver la création du conseil des crèches de la ville de Metz et son règlement de fonctionnement fixant les objectifs et les conditions de déroulement de cette instance consultative. Autoriser Monsieur le maire ou son représentant à signer tout document nécessaire à la réalisation de cette action et charger Monsieur le maire ou son représentant de prendre toutes les dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération. Merci. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 14. Travaux, principe d'aménagement de la place Aristide-Briand des Arbordéales. Je laisse la parole à Mme Audrey Mbert. Merci, Monsieur le maire. Comme vous le savez, une concertation a eu lieu sur l'aménagement de la place de la mairie avec les citoyens mésois et également les commerçants. Donc aujourd'hui, on est amené à la délibération qui porte sur l'approbation des principes d'aménagement de l'opération ainsi que sur l'approbation du plan de financement qui est associé.
La maîtrise d'œuvre vient d'être donc désignée en CAO il y a une quinzaine de jours et commence d'ores et déjà à travailler sur le projet de ces travaux. L'objectif de cette opération de travaux, c'est d'homogénéiser la qualité et la pérennité des aménagements pour mettre en valeur cet espace qui est dédié devant la mairie. Une qualité des lieux et une pratique à usage multiple. Pour cette opération, le montant a été estimé en études primaires à 1 419 605 € avec un autofinancement de 30% de la commune et de 70% financé par nos partenaires, cette agropole, la région et le département. Donc, il vous est donc proposé aujourd'hui de délibérer sur ce rapport. Donc, je vous demande donc d'approuver le plan de financement de l'opération dont le montant de travaux est estimé à 1 419 605 € hors taxes et d'autoriser M. le maire à solliciter les subventions auprès de la région d'Occitanie de cette agropole Méditerranée du département de l'Hérault et de charger M. le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation de l'opération. Y a-t-il des questions? Aucune question. Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, la question numéro 15, c'est les travaux de rénovation énergétique de l'hôtel de ville. La délibération porte sur l'approbation du projet du plan de financement de l'opération de rénovation énergétique de l'hôtel de ville, remplacement des menuiseries extérieures, réfection de la toiture, pose de l'isolant, rénovation des systèmes d'éclairage, réfection des revêtements des façades, amélioration de la performance énergétique et réduction des émissions de CO2, montant estimé à 162 556,13 € hors taxe, 50% de cofinancement et 50% de financement espéré avec Hérault Énergie. Il est donc demandé au conseil municipal d'approuver le projet ci-dessus tel qu'il a été présenté, d'approuver le plan de financement du projet dont le montant des travaux estimé à 162 556,13 € hors taxe et d'autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès de Hérault Énergie, de charger M. le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Ce que je peux vous dire, ce n'est pas du luxe. Je vous invite à venir à la mairie et de voir les bassines à l'étage. Les secrétaires aujourd'hui ont passé leur journée à déménager. Vous avez pourtant préparé les ordinateurs ce week-end avec des sacs plastiques pour éviter les fuites. Donc, il y a vraiment urgence à refaire la toiture de la mairie comme dans d'autres bâtiments municipaux. Y a-t-il des questions ou des observations sur le sujet? Monsieur Focas. Oui, juste une petite question. Si on peut avoir des précisions par rapport à ce qu'on avait évoqué par rapport à la géothermie. Lors du conseil municipal précédent, on a passé un rapport justement sur la géothermie. Et donc, on a voté le principe pour nous permettre de faire les études. Donc, bien sûr, en complément de ce rapport qu'on vote aujourd'hui et de l'aménagement de la place, nous avons déjà passé la convention avec Hérault Énergie pour la réalisation de la centrale qui est une géothermie qui a été retenue. Ceci sera pris à 80% par Hérault Énergie et 20% par le financement de la ville. Voilà, donc il y aura à peu près, même si pas à peu près, je crois qu'il y a 4 pieux qui vont être plantés, qui vont permettre d'alimenter la commune. Donc on refait également tout ce qui est chaud-froid. La géothermie étant retenue, c'est également pour enlever les clims qui sont en façade de la mairie et pour permettre au personnel d'avoir un rafraîchissement l'été et d'avoir le chaud l'hiver. Voilà. Y a-t-il d'autres questions? Aucune, donc je vais voter qui est contre, qui s'abstient. Oui, 2 personnes ne feront pas par vote, Mme Silva et Mme Elbert. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 16. Rénovation des équipements de la cuisine centrale. La délibération porte sur l'approbation du projet de plan de financement de l'opération de rénovation d'équipements de la cuisine centrale.
agrandissement d'une chambre froide positive, construction d'une chambre froide à viande, un four mixte d'une plaque à induction avec sonde de cuisson basse température pour limiter la perte de poids à la cuisson. Une cellule de refroidissement pour la mise en sécurité des portages à domicile avec la réorganisation du portage grâce à l'achat par la commune d'un véhicule électrique réfrigéré pour une liaison froide sécurisée. Les objectifs principaux poursuivis, la réduction du gaspillage alimentaire, des gains énergétiques grâce à la mise en place d'équipements moins énergivores, le montant estimé à 71 130 euros, 70% d'autofinancement et 30% de financement espéré de la région. Donc, je vous demande d'approuver le projet de rénovation et de modernisation des équipements de la cuisine centrale tel qu'il a été présenté. D'approuver le plan de financement du projet dont le montant des travaux est estimé à 71 130 euros et d'autoriser M. le maire à solliciter une subvention auprès de la région d'Occitanie et d'autres partenaires publics si nécessaire. De charger M. le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions et des observations? Ça va nous permettre également de travailler les légumes qui sortiront du potager municipal. Aucune question. Je mets au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 17, c'est la rénovation des sanitaires pour les plaisanciers. Je laisse la parole à M. Chembaud. Merci, Monsieur le maire. La délibération porte sur l'approbation du projet et du plan de financement de l'opération des rénovations des sanitaires de la capitainerie pour les plaisanciers. Les objectifs poursuivis par cette rénovation sont mise en accessibilité des sanitaires aux personnes à mobilité réduite, gain énergétique et en ressources en eau grâce à la mise en place d'équipements moins énergivores et économes, proposer aux plaisanciers des installations confortables et modernes. Montant estimé à 51 426 euros hors taxes. Il y a 30% autofinancement et 30% de financement espéré par région et département. Il est donc demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver le projet de rénovation et mise en norme des sanitaires de la capitainerie de Metz tel qu'il a été présenté, d'approuver le plan de financement du projet dont le montant des travaux est estimé à 51 426 euros hors taxes, d'autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès de la région Occitanie et au département de l'Hérault et de charger le maire à mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. La question numéro 18, foncier, constitution d'une servitude de façade à l'église. Je vais sur le dossier à M. Dalbigo. Si, bonsoir à tous. Vous avez eu dans le dossier alors une servitude en façade de l'église, ça fait peur, mais en fait il s'agit d'une goulotte qui descend. C'est pas sur la façade de l'église, c'est à l'angle. Je ne sais pas si vous avez tous vu. Il y a un photomontage. Hein. Voilà. Donc ça fait partie des travaux de mise aux normes. À partir du moment où on a un problème de sécurité à régler et à la fois un problème d'urbanisme, il est nécessaire de créer une servitude pour que l'église puisse coller la goulotte sur le mur qui relève de la mairie. C'est l'objet de la servitude qui vous est proposée. Est-ce que vous avez des questions ou... Non? Pas d'observation? Donc je vous demande d'approuver le projet de convention ici joint et d'autoriser M. le maire à signer cette convention avec l'Église. Qui est contre, qui s'abstient, qui est pour? Je vous remercie. Juste par titre indicatif, hier il y avait une incendie à l'intérieur de l'église, au niveau de la sacristie. Plus de peur que de mal, je passe au niveau des lieux, dessous il y avait une poubelle qui a pris feu, et voilà, il a fallu l'intervention des pompiers, du coup il a fallu annuler le concert qu'il y avait dans l'église, donc il y a quand même du nettoyage à faire, l'électricité a été coupée pendant un moment sur le quartier, et puis elle a été coupée au niveau de l'église et du presbytère, donc hier soir il a fallu loger
le curé qui est allé au Thalassa et qui a apprécié, qui a bien dormi, bien mangé au Thalassa. Voilà. Donc ce soir, je ne sais pas s'il pourra rentrer dans les il revient de ce soir avec une tapis de rentrée, mais il a apprécié ce séjour au Thalassa. Voilà. Mais bon, il va falloir nettoyer l'église parce qu'il y a de la soupe de partout et il y a des odeurs. Il va falloir mettre de l'encens à. Donc je l'ai mis au vote, c'est bon. Donc question numéro 19, foncier, c'est l'acquisition de la SAFER de parcelles en zone naturelle ou agricole. Donc je laisse la parole à M. Jean-Christophe Dalvigo. Merci. On s'était engagé sur des actions de lutte contre la canonisation et un des premiers moyens qui avait été désigné, c'était d'éviter les transactions sur des petites parcelles en zone naturelle ou agricole pour éviter que ça se transforme en mobil-home, caravane, etc. Alors, on a une convention avec la SAFER qui fonctionne. La SAFER nous avait prévenu que s'il n'y avait pas, lors des préemptions SAFER, des candidats agriculteurs, ils s'adresseraient à la commune pour récupérer le bien. Donc il y a deux niveaux. Il y a pas mal de transactions que vous ne verrez pas parce qu'il y a des retraits de vente. Quand on agit en modification de prix, c'est-à-dire une personne vend un terrain agricole à 10 € le mètre, là ça fait intervient en disant non, il vaut 1 €. Donc là, souvent le terrain est retiré de la vente. C'est une préemption en révision de prix. Et il y a des fois où la préemption est effective. C'est-à-dire où la personne ne retire pas et la SAFER devient propriétaire. Donc là, on a une série de parcelles. Donc en tout, vous avez eu le cadastre. En tout, on a 9844 m2 répartis sur la parcelle CE 80 pour 5546, la AK 180 2246, la 168 qui fait 796 m2, la 170 qui fait 356 m2 et la AV 54 qui fait 870 m2. En tout, en gros, il y a un hectare, 9844 m2, pour un prix total de 9276 €. Donc, on arrive en fait à recréer des références de prix inférieures à 1 € le mètre. Et ça, c'est très important en cas de conflit et quand on va devant le juge, notamment pour des expropriations ou pour des problèmes, le juge va avoir une référence à 1 € le mètre et non pas à 10, 15 ou 20 € le mètre sur les zones agricoles. Donc c'est très important, c'est un des premiers actes qui va nous permettre de faire comprendre aux gens que le terrain de loisir n'existe pas. On est ou en zone naturelle ou en zone agricole. Et que le prix, c'est autour d'1 € le mètre. Voilà. Donc là, il y a même des terrains en zone inondable aussi. Donc les références sont... En fait, c'est très important d'avoir des références foncières créées. Donc on vous demande d'approuver l'acquisition de l'ensemble de ces parcelles. Donc la CE 80, la 180, la 168, la 170, la 54, et d'autoriser le maire à signer l'acquisition auprès de la SAFER. Donc par exemple, pour la parcelle 80, je ne sais pas si vous voyez la piste cyclable au niveau du pont du Palace. La parcelle 80, c'est celle qui est située entre la rue, entre les deux ponts. Donc ça, c'est intéressant aussi pour nous, parce qu'on va voir tout à l'heure qu'on a une acquisition à faire pour constituer la piste cyclable. Bon, mais là, on peut avoir une parcelle qui était en zone inondable, qui n'avait aucune raison d'être vendue à un particulier à des prix défiant toute concurrence. Voilà. Donc, est-ce que vous avez des questions là-dessus, sur ces acquisitions? Oui, moi, ce que je voudrais ajouter, c'est qu'actuellement, il y a beaucoup de contrôles sur la commune et vous avez pu constater aussi les contrôles se font sur tout le département de l'Hérault et notamment, surtout en zone littorale. La DDTM, par satellite, repère des constructions illicites et le nouveau préfet n'a pas l'intention de laisser faire. Donc, il y a beaucoup de gens à la messe qui sont surpris des contrôles, parce qu'en plus, la PMI est obligée d'être présente sur le contrôle avec la DDTM. Voilà, sachez que c'est la DDTM qui contrôle, et malheureusement, les gens qui sont en infraction, ils sont dans l'obligation ou de détruire la construction ou d'annuler le mobil-home ou la caravane, c'est une lutte contre la cavanisation qui est mise en place et qui
sur lequel le préfet est très à cheval sur le principe. Voilà ce que je voulais dire. Je rajouterais simplement que la ville de Metz a signé en 2008 la lutte contre la carbonisation et que les instances actuelles préfectorales nous ont demandé qu'est-ce qui se passe, puisque depuis 2008 vous avez signé à Metz, il n'y avait pas grand-chose qui se faisait avant, quoi. Donc avec les nouveaux outils de lutte aérienne et de passage automatique en intelligence artificielle, ils ressortent d'une situation, et donc il y a beaucoup de contrôles qui sont faits. Il y en a une cinquantaine qui sont faits. Y a-t-il des questions? Aucune. Donc je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 20, foncier, acquisition d'une bande de 5 mètres de large pour la création d'une piste cyclable parcelle cadastrée, section CE3. Et je laisse la parole à monsieur Jacques-Christophe Dalbigo. Oui, donc là il s'agit de la création d'une piste qui était prévue sur le PLU de 2017 en emplacement réservé pour créer une piste sécurisée, piétonne et cyclable entre la Rase et la Calandrette en fait, la maison montagne de la Calandrette. Donc ça va passer par des terrains, un des terrains qu'on vient d'acheter notamment, mais là il s'agit juste d'une bande le long d'une propriété qui appartient à M. Dessier. On avait fait une offre à 1 euro et des poussières le mètre carré, mais lui-même l'a acquis il n'y a pas longtemps à 1,50 €. Donc on est remonté à prix d'acquisition, puisque de toute façon, en cas de conflit, le juge judiciaire va redonner le dernier prix. Donc on fait une offre à 1,50 € pour cette bande de terrain, pour le projet de création de cette piste qui permettra d'aller de Metz, de la piste cyclable à la Calandrette, à la maison de retraite, en sécurité. Sauf quand il y aura des inondations, puisque ça sera situé en zone inondable. Oui, sachez que cette piste rentrera dans le plan vélo, c'est-à-dire qu'elle partira, comme a dit Jean-Christophe, de la piste cyclable de la Rase, elle passe par la rue de la Rase, elle passe en dessous de la maison de retraite de la Calandrette et elle sortira au niveau de la départementale sur la route de Villeverac. Il y aura un petit pontil qui arrive à la rue du Parc et de la rue du Corail du Stade. On pourra accéder directement par cette piste-là, directement à la piste départementale. Voilà. Donc tout ça, c'est un aménagement qui sera présenté prochainement, puisqu'il va y avoir aussi la route du Stade qui va être sécurisée par une piste cyclable et piétonne, qui évitera les dangers de cette route où nombre de personnes se retrouvent sur cette route qui va très très vite. Et là aussi, il y aura des aménagements afin de réduire la vitesse. Et puis, il y aura une autre piste cyclable qui se prendra le long du chemin du Saint-Tyrone, de l'autre côté du ruisseau, qui arrivera au niveau de la station de pompage du Sesquier et qui permettra la liaison entre la Cagoulou et le chemin des Romanies. Voilà. Hein? Oui, tu peux donner les dates si tu veux. Alors, aujourd'hui, ce qu'on sait, c'est qu'après, on a laissé passer le tournoi de Pentecôte du foot pour permettre quand même à faire des aménagements hors saison. Donc, on espère réaliser rapidement la portion entrée, tourne à gauche, on va dire, de Villeverac jusqu'au stade des Sesquiers, en sécurisant en piste cyclable, mais également en faisant pas mal d'aménagements qui va jusqu'au stade pour y aller en sécurité, et réaménager également la voirie qui est du tourne à gauche de Villeverac jusqu'au bout, puisque il y a eu un incident assez important il y a une quinzaine de jours. Un riverain a été malmené, frappé d'ailleurs par des gens qui roulaient tellement vite sur cette portion de voie qu'il leur a dit tout simplement d'être moins rapide, et donc il a eu des points de suture, une ITT, voilà. Donc on essaie de raménager au plus tôt, tout est dans les clous, le budget, on l'avait budgétisé, monsieur le maire, donc ça ne pose pas de souci. Il y a juste la finalité de l'aménagement à réaliser qu'on espère réaliser avant la fin de l'été, voire même fin juillet, avant que les entreprises ferment le TP. Voilà. Y a-t-il des questions, monsieur Foucasse? Oui, petite question, puisqu'on parle de la ville du stade.
Depuis quelque temps, il y a l'éclairage public qui ne marchait plus. Est-ce que ça va être rétabli ou est-ce que ça a été rétabli? Peut-être que je ne l'ai pas. Déjà, dans le premier temps, il aurait fallu que je le signale à la personne. Ouais. Et dans les éclairages, bon, comme partout en ville, s'éteignent sur. Non, mais moi je parle des candélabres provisoires là, qui avaient été. Qui étaient plus provisoires et ça fait un certain temps qu'ils ne marchent plus. Bon, maintenant les jours se rallongent, ça a moins d'impact si vous voulez. Sur, je pense que ça n'a pas été signalé parce qu'en principe, quand on le signale, moi je n'ai pas trop fait attention, sinon on fait intervenir de suite les services. On l'avait signalé verbalement, mais. Non, mais ça, verbalement, ça ne fonctionne pas. Vous savez qu'on a. Vous devez signaler directement au service technique comme tout citoyen, comme ça c'est pris en compte et puis on peut faire venir l'entreprise qui s'est élue, puisque c'est celle qui a le contrat sur la commune de Metz, pour venir réparer, c'est ce qu'elle fait, il y a un contrat de maintenance en cours. Concernant le stade, aujourd'hui on va par contre, ça vous intéresse également, revoir tout l'éclairage du stade qui est à ce jour défectueux sur certaines parties et puis qui consomme beaucoup, donc nous sommes en réflexion avec les services des sports pour voir le coût et pour voir qu'est-ce qu'on peut faire sur pas tous les stades, mais sur une partie des stades aujourd'hui des terrains de foot et de rugby. À ce sujet, vous faites bien en parler, je réitère le fait qu'il y a des financements fédéraux, la Fédération française de football, que nous avons proposé plusieurs fois, et c'est le club qui présente le dossier sur les financements fédéraux. Donc on doit être en collaboration la commune et le club sur ces sujets-là. Ça s'appelle le FAFA. Et c'est pareil pour les vestiaires et c'est pareil pour les terrains. Ok, merci. Ok, bon. Pas d'autres questions? Donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 21.6, c'est la parcelle communale cadastrée section numéro 3, 4 et 57. C'est ma batte. Je laisse la parole à M. Dalbigo. Oui, monsieur le maire est déporté de cette question d'ailleurs, tel que le président de la Sénat. Donc, il est proposé aujourd'hui de finaliser une opération qui était à tiroir. On a acheté la parcelle pour créer les ateliers municipaux sur la zone industrielle. Et là, on vend les parcelles des ateliers municipaux actuels. Ça va permettre de rembourser l'emprunt court terme qu'on avait fait de 2004. Et ça va permettre de créer de l'habitat à cet endroit. Donc, vous avez 3 parcelles. Il y a eu une estimation domaniale qui était inférieure à la somme proposée. Elle était aux alentours d'1 million, mais elle ne prenait pas en compte le fait qu'il y a une possibilité de R+2 à cet endroit. Donc, nous, on a fixé le prix à 1 350 000 € pour la totalité des 3 parcelles. Donc, on parle là de 2979 mètres carrés, les 3 parcelles réunies. Donc ça fait un prix moyen de 453 € le mètre en gros. Bon, voilà. Donc le projet n'est pas encore validé au niveau de ce qu'il va y avoir. On a juste une étude de capacité qui a été faite, qui est aux alentours de 37, je crois que c'est normalement marqué dans le livre, 37 logements, avec 11 logements sociaux et des accessions à la propriété. Ça, c'est une étude de capacité, c'est-à-dire que c'est entre 30 et 40. C'est pas du tout. Ça a permis d'établir une valeur potentielle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions Oui. Merci. Oui, bon, déjà, une satisfaction, c'est que la CEMABAT reprenne les fonctions et les rôles pour lesquels elle avait été créée à la base. Ça, c'est la première satisfaction. La deuxièmement, c'est une petite question, c'est pour savoir s'il y avait eu d'autres offres et comment ça avait été géré. Voilà. Alors, sur les ventes, on a eu donc la demande d'estimation domaniale et ensuite on n'a pas fait d'appel public à la concurrence. On n'est pas obligé de le faire, donc on n'a pas fait. Des promoteurs sur 3000 m² à Metz, on en aurait eu beaucoup. Oui. Il n'y a pas eu des candidatures spontanées. L'idée, c'était quand même
d'avoir des projets à peu près maîtrisés et d'avoir en plus une corrélation avec le fait qu'on est en révision du PLU. C'est-à-dire que la période actuelle de révision du PLU, on aurait eu systématiquement des offres sous condition. Systématiquement. Là, aujourd'hui, on est sur une offre ferme de la société Senavat, qui, de fait, peut prendre un risque, hein, à la limite, mais n'importe quel promoteur en révision de PLU ne nous aurait pas fourni une offre avant la fin de la révision du PLU. Et nous, notre objectif, c'était quand même d'avoir une opération en tiroir, où on rembourse cette année l'emprunt relais qu'on avait fait de 1,4 million. Donc ça faisait partie de nos objectifs. Voilà pourquoi on n'a pas lancé l'appel public en concurrence. On n'aurait pas eu de réponse avant 2 ans, c'est-à-dire à la fin de la révision du PLU. Et ça, il y aurait eu des conditions supplémentaires. Ça, c'est clair. Voilà. Après, on n'a pas d'obligation juridique. Hein, de vendre. Si on avait vendu en dessous du prix des domaines, ça n'aurait pas été la même chose. Là, on vend bien au-dessus du prix des domaines. On avait sollicité par exemple la société Biotop qui cherche des locaux, qui cherche à s'implanter sur la ville. On a présenté et fait visiter le lieu aussi, puisque c'était intéressant aussi d'avoir d'ancrer la société Biotop sur la ville de Metz. C'est quand même une grosse société avec beaucoup d'emplois, et c'est la seule chose que l'on a faite en termes de démarche. Voilà, donc il n'y a pas d'autres questions. Donc on va mettre aux voix, sachant que la signature de l'acte notarié sera faite pour la ville par moi-même. C'est pour ça qu'il faut autoriser Jean-Christophe Danico à signer, et non pas M. le maire, qui n'est pas dans cette opération. Donc ne prennent pas part au vote les membres de la Sénat. Donc 4. Charline. Patricia. Ouais. Galina. Ok. Donc, et Roger, qui est contre? Qui s'abstient? Qui est pour? Adopté. Question numéro 20, le foncier, cession de la parcelle cadastrée, section CV numéro 178. Je laisse à nouveau la parole à M. Jean-Christophe Danico. Oui, alors tout à l'heure, on a dépensé presque 10 000 euros pour des terrains en zone naturelle. Là, on va vous proposer de vendre pour 10 000 euros sur des terrains en zone urbaine, au bord d'une voirie. Donc, vous avez eu le plan. Donc, il s'agit d'un terrain triangulaire qui a vocation, on ne sait pas quoi, en fait, c'est de la pelouse aujourd'hui, qui est situé contre les HLM, entre les HLM et la voirie communale, publique. Ce terrain jouxte la parcelle de M. Alvaro, qui voit pousser devant leur villa 16 logements HLM, qui sont pas très, très heureux de cette nouvelle, mais on est en zone urbaine, hein, c'est comme ça. Donc on a été sollicité de leur part. Alors sur la délibération, il est marqué M. André Varro, en fait c'est une erreur, on vend à M. Alain Varro, c'est le fils, hein, ce terrain. Donc on est sur une estimation domaniale qui était à 8 800 euros, je crois. Et là on propose une vente à 9 350 euros puisqu'on est sur une marge de négociation dans la libération des domaines. Donc on est pour une parcelle de 124 mètres carrés à un montant de 9 350 euros. Donc sur la délibération il est marqué André Varro, en fait c'est pour M. Alain Varro. Il faut autoriser M. le maire à signer cet acte-là. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, ce que je voulais rajouter sur ce projet, encore une fois, le projet de relogement a été, on va dire, bien mené, puisqu'il a quand même tenu compte du voisinage, et bon, ils ont pris un architecte qui a travaillé à une sorte que les voisins n'aient pas de nuisance, c'est-à-dire pas de fenêtres ou d'ouverture sur les propriétaires, sur les voisins. Voilà. Donc, se délaisser, on va dire, de terrain, intéresser M. Varro, donc, comme s'il n'avait aucune valeur, c'est-à-dire qu'on ne pourrait pas y faire grand-chose, puisque c'est une pointe.
nous avons envisagé de les céder à la famille Barreau. Voilà. Et sachez que le bâtiment, je crois qu'il y a un R+1, il est à une distance. Mais au lieu le PLU permettait une construction à 3 mètres, règle publique, et ils l'ont mis à 11 mètres en retrait, avec une orientation des fenêtres qui font qu'il y a une seule vue, il y a une seule fenêtre de tout le logement qui peut avoir une orientation. Mais s'agissant d'un logement handicapé, donc ils ont limité au maximum la place. Et en plus, au nord, ça, pour délimiter entre le bâtiment et les voisins au nord, il sera fait des garages avec en plus la voirie d'accès au garage. Donc il y a quand même une certaine distance entre le bâtiment et les voisins proches. Ce bâtiment va permettre de reloger les premiers bâtiments qu'il y a en bas contre le collège et le messe de collage. Une fois que les gens qui seront construits, les gens du bâtiment vont dans celui-là et le bâtiment contre le collège sera détruit, reconstruit et ainsi de suite. On relogera le bâtiment à côté jusqu'à détruire les 4 bâtiments qui sont entre la maison de bricolage et on va dire la résidence, comment ça s'appelle, la tuerie, non. Oui, la tuerie, voilà. Les 4 premiers HLM qui sont contre le collège seront détruits. Voilà ce que je vous dis. Y a-t-il des questions ou des observations sur le sujet? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 23. Urbanisme, point d'information, identification des zones d'accélération de la production d'énergie renouvelable. Je laisse la parole à M. Jean-Christophe Davigo. Alors, on a été sollicité, comme toutes les communes, là, sur la définition de plan, en fait, pour favoriser éventuellement la production d'énergie renouvelable sur la commune. Alors, il s'agit là d'établir un zonage qui va être mis à la concertation du public, et ensuite, au niveau préfectoral, il sera repris ou pas les dispositions. Alors, nous, ce qu'on a fait sur la commune, en fait, on a dit que des énergies renouvelables, c'est quoi? C'est du solaire, de l'éolien, et puis c'est tout ce qu'on peut avoir. Hein. Donc, on s'est imaginé à la fois sur du photovoltaïque et sur de l'éolien. Donc, on a dit que c'était pour nous les zones urbaines, donc U2, U3, U4, sauf les zones rouges du PPRI qui pouvaient être concernées. Les zones d'activité économique, c'est-à-dire tous les bâtiments industriels, sur lesquels on pourra mettre soit de l'éolien, soit du solaire. Et dans les zones A et N, uniquement les bâtiments légaux. C'est-à-dire vous avez un corps de ferme, en zone A ou en zone N, vous pouvez mettre la toiture photovoltaïque dessus. Par contre, si vous êtes en galvanisation, c'est interdit. Voilà, donc pour l'instant, on en est là. Ça sera remis de toute façon à la consultation du public. Et au niveau du bassin de taux, c'est le syndicaliste aussi qui gère tout ça avec la nous. Donc on aura un retour dans quelques temps. Et notre proposition pour la ville, c'est ça. En gros, zone urbaine et tous les corps de bâtiments existants, légaux, pour le toiture photovoltaïque. Y a-t-il des questions? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 24, démocratie participative, modification du règlement intérieur. Je laisse la parole à M. Serre. Oui, en fait, en 2023, on avait adopté au conseil municipal un règlement du budget participatif, donc qui a été adopté. Ça permettra après le vote de faire le point du budget participatif et des projets qui ont été portés en 2023. Donc, le règlement qui nous est proposé d'accepter, d'approuver, en fait, ne comporte pas de date annuelle, ce qui nous permettra de le proroger les années précédentes et sans le revoter. Donc, il est inchangé par rapport à celui de l'année dernière. Simplement, on a 15 jours de retard concernant l'appel à projet, puisque dans le règlement, il était prévu le 15 avril. Donc on le mettra, on fera l'appel à projet dès demain.
Concernant avant le vote, simplement donc, sur les deux projets qui avaient été retenus par les Médois lors du vote en 2023, il s'agissait pour le premier de la décoration de transformateurs électriques. Donc ce projet avait été porté par, les deux projets d'ailleurs ont été portés par des Médoises. Donc le premier projet donc, va voir le jour. Donc, je crois qu'on a un projet de photo qui va vous être proposé. Donc ce projet a été donc, travaillé avec le service culturel, donc, avec l'élu, avec l'adjoint au maire en charge de la culture. Et donc l'artiste a été validé et les projets également. Juste pour préciser, on a travaillé avec le MOCO, qui est le MOCO A7, qui est une association que vous connaissez peut-être, qui s'appelle le musée à ciel ouvert, et qui est un parcours A7 avec des graphes qui sont faits par des artistes internationaux. Donc on a travaillé un petit peu avec eux pour avoir des références d'artistes. Et ils nous ont donné une référence d'artiste qui nous a fait une proposition en présence de la personne, je me souviens plus du nom de la personne qui a répondu au projet. Madame Malherbe. Voilà, Madame Malherbe, qui est donc assistée à toutes les réunions. Et là, on va organiser une réunion avec elle et l'artiste en question. Et en allant sur place pour voir pour la validation. C'est elle-même qui a validé. On avait fait plusieurs propositions. Et c'est elle-même qui a validé l'artiste. Et ensuite, l'artiste nous a fait 3 propositions pour les 3 qu'on a approuvées, qui sont des poissons. On va avoir des transformateurs aquarium. Voilà, qui sont plutôt jolis, très colorés et qui vont changer complètement l'aspect de ces transformateurs qui souvent sont délabrés. Simplement, également sur ce projet, je pense que Hero Énergie va apporter également son soutien financier, donc peut-être qu'on pourra en faire d'autres, puisque c'est 3. Voilà. Comme tu cites la structure sur laquelle je suis la présidente, en fait, Hero Énergie, on a passé une convention avec Enedis, et quand on a passé cette convention, on leur a demandé de faire du social, en fait, quelque part sur nos conventions. Et donc, les Héroltais peuvent aujourd'hui, enfin, les communes héroltaises peuvent bénéficier d'une subvention dans le cadre de partenariat que Hero Énergie a passé avec Enedis. Donc, c'est dans ce cadre-là que la commune de Metz peut candidater à une subvention pour la réfection des transformateurs. Voilà. Oui, après, l'autre projet, c'est le service des sports qui a en charge le matériel sportif, hein, voilà, et qui est commandé, qui sera mis. D'accord, il sera mis en place. Sachez aussi que j'ai contacté le député par rapport aux affichages sauvages, parce qu'en ce moment, les transformateurs et les affichages sont souvent recouverts d'affiches, et comme je sais que là, ça va être un peu la surenchère, j'ai commencé à les avertir que s'ils n'enlevaient pas les affiches, mais s'il fallait déposer plainte pour affichage sauvage, on le ferait, parce que ça commence à être un peu, c'est dégueulasse. Il y en a 2 partout, je pense qu'en plus il y a des endroits pour afficher, et donc voilà, l'affichage sauvage, les services sont obligés de nettoyer de partout, et voilà. Donc, je lui ai demandé apparemment c'est des gens qui sont basés sur Montpellier, mais de faire le chemin inversé, de venir à enlever les affiches sur les transformateurs. Voilà. Donc, vous avez je crois qu'il y a les modèles qui voilà. Donc, je vous demande d'approuver la modification du règlement intérieur du budget participatif. Y a-t-il d'autres questions ou observations? Aucune. Donc, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. La question numéro 25, c'est l'affaire culturelle, c'est la convention pluriannuelle avec l'association Jazz en Metz. Et je laisse la parole à M. Philippe Curé. Merci.
Comme chaque année, conformément à la loi, une convention d'objectifs et de moyens est signée avec l'association Jazz à Metz, qui perçoit une subvention supérieure à 23 000 €. C'est une obligation de passer sous convention. Cette convention définit les engagements de la commune et ceux de l'association. Ils sont détaillés dans le projet de convention qui vous a été adressé. Donc, il est demandé au conseil municipal de bien vouloir approuver cette convention et de donner à monsieur le maire tout le pouvoir pour la signer. Y a-t-il des questions sur cette convention? Aucune. Donc, je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 26. La délégation de service public de stationnement du camping-car au Sesquier. Et je laisse la parole, c'est le rapport 2023, je laisse la parole à Madame Vanessa Calvo. Merci. Par délibération du 31 mai 2017, la collectivité a confié sous forme de contrat de concession de service public la réalisation et l'exploitation de l'aire de stationnement des camping-cars du Sesquier à la société Camping Car Park. Dans le cadre de ses obligations en tant que concessionnaire, celle-ci a adressé à la ville son rapport d'activité pour l'année 2023 qui vous a été transmis. Il vous est demandé de prendre acte de la publication de ce rapport. Alors, sachez que nous avons reçu il y a très peu de temps avec, je crois qu'il y a M. des services, nous avons fait une visio avec les responsables, car nous avons été surpris de l'argent qui était reversé à la commune. Sachez que la convention qu'il y avait avec Camping Car Park, nous étions les premiers à avoir créé ces terres à l'époque, et ils reversaient 9,8% du chiffre d'affaires. Sauf que il nous a été dit qu'à certains endroits, ils reversaient 2/3 de la somme, à d'autres endroits, c'était un peu, on va dire, les 40%, nous 70%. Donc, nous sommes montés au créneau et bien sûr, ils ont été surpris de notre démarche. Ils n'ont pas d'ailleurs pour apprécier la démarche, mais bon, sachez que la convention s'arrête en 2025, donc il va falloir qu'on renégocie. On est quand même à la première ère en termes de fréquentation de l'Occitanie et nous sommes à la 10e base. Sachez que par rapport à l'année dernière, qui était une bonne année pour eux, nous sommes déjà sur des chiffres qui, je crois qu'à 15% en janvier, nous étions à 5% en mars, je crois, et avec 2-3% d'augmentation en mars, en février, c'est 5%. Voilà, donc il y a une grosse marge de progression. Donc on est en train on va renégocier avec eux pour rentrer sur des recettes beaucoup plus importantes. Voilà ce que je voulais dire sur ce rapport. Je vous demande de prendre acte. Oui. Oui, par rapport aux remarques qui avaient été faites par M. Bocas l'année dernière concernant le pass étape, donc voilà, il y avait un travail qui a été mené tout au long de l'année par Mme Caruso et la manager commerce pour fidéliser les partenaires. Donc, c'est pas encore la panacée, mais voilà, le nombre de partenaires, vous les avez en page 15 et ils ont augmenté. On voit que vous avez pris en compte les remarques. Sachez aussi qu'il y a une aire qui a été créée au Portugal et qui avait pris, le gars avait dit, moi je voulais la même aire que Metz. Donc on leur a demandé à l'être, s'ils avaient des recettes, ils pourraient nous en reverser, puisque Metz a servi de modèle. Voilà ce que je peux dire. Donc il faut pas Le rapport fera l'objet d'une présentation en commission des services publics locaux, puisque c'est une DSP, c'est une délégation de services publics. Après, c'est vrai que, bon, par exemple, je sais que le service commerce a fait installer aussi à la sortie de parking des QR codes sur lesquels on peut avoir accès au commerce. Il est prévu de même. Bon, il y a des aménagements qui vont être faits aussi au niveau du camping-car, autour. Il y a même, vous avez demandé la possibilité de
mettre 10 places de plus. Bon, ça, on va le discuter avec eux. Bon, voilà, on va essayer d'avoir une valorisation de l'air un peu plus importante. Voilà. Ensuite, question numéro 27, environnement convention air éducative terrestre avec l'Ardent pour l'école Jules Verne. Je laisse la parole à Marie-Hélène Pelin. Merci. Dans le cadre de ces projets d'éducation à l'environnement, la commune participe au projet air éducative terrestre, c'est-à-dire des petits territoires naturels sur la ville qui sont gérés de manière participative avec les élèves des écoles de la ville. Pour la 3e année consécutive, l'école Jules Verne participe à ce projet. Le coût global de cette action s'élève à 3 000 €, dont 1 000 € aux frais de la commune. Les modalités du partenariat sont détaillées dans le projet de convention qui nous a été transmis. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune, donc je me vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 28, environnement convention, c'est pareil, air éducative et terrestre d'Ardent pour l'école Calandre. Je laisse la parole à Marie-Hélène Pelin. Oui, merci. Alors, c'est dans le même esprit que la délibération précédente. Il s'agit aussi d'un projet de participation aux aires terrestres éducatives, mais cette fois-ci pour l'école Calandre. Les objectifs du projet sont les mêmes, ainsi que les partenaires. Dans la zone, le terrain qui sera géré pas tout à fait le même. Vous avez peut-être remarqué par contre que la participation de la ville est un peu plus importante, avec 500 € et le coût global du projet aussi. C'est uniquement parce qu'il s'agit d'une première année, donc le nombre d'animations qui sera porté par l'Ardent sera plus important. Et quand vous regardez aussi dans les modalités de partenariat et puis le plan de financement, vous voyez qu'il y a un autofinancement aussi de la part de l'Ardent. Donc, je vous demande d'approuver l'aire terrestre éducative et de M. le maire sur de signer la convention annexée. Y a-t-il des questions sur le sujet? Aucune. Je ne pas, Madame la ministre. Oui, juste savoir le site pour la Calandrette, parce que pour Jules Verne, je le sais, c'est la conquête, hein, c'est toujours là, ça ne change pas. Mais voilà, pour la Calandrette, je voulais savoir. La Calandrette, c'est une aire fluviale participative. Elle est sur le côté du palace, derrière la Calandrette, près de la C'est celle du côté où on a acheté, on a planté, on a acheté le terrain. C'est-à-dire que quand vous arrivez sur la piste cyclable du rond-point de l'Olivier, quand vous arrivez au croisement de la route de la Raze, le chemin de la Raze, c'est celle qui fait pointer entre le palace et le ruisseau du Sesquier. Ce qui est logique, ça proximité. Donc je vais au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Question numéro 29, environnement, approbation de la création d'un sentier sous-marin. Je laisse la parole encore à Marie-Hélène Pelin. Oui, il s'agit d'une délibération qui porte sur un projet de création de sentiers sous-marins pour promouvoir la biodiversité lagunaire et afin de permettre à tous de mieux connaître la richesse de l'étendue et la nécessité de le protéger. La Ville de Metz souhaite développer un sentier sous-marin. Il s'agit d'un projet innovateur car, à ce jour, il n'existe aucun sentier sous-marin sous l'étang ou même au milieu lagunaire. L'objectif de ce projet sera de valoriser la biodiversité des étangs ainsi que les métiers qui y sont pratiqués, la conchyliculture et la pêche. Concrètement, le sentier sera matérialisé par 5 bouées et panneaux pédagogiques portant sur la faune, la flore et les métiers pratiqués dans l'étang. Le montant maximal de l'opération est estimé à 39 500 € et le plan de financement est présenté dans la délibération avec un taux de subvention à 80%, c'est-à-dire 40% de fonds européens et 40% de fonds nationaux, régions et départements. Donc reste à charge 20% pour la ville de Metz, c'est-à-dire 7 900 €. Bon. Il vous est demandé d'approuver le projet de création d'un sentier sous-marin sur la plage du Taurus, d'approuver le plan de financement du projet dans le montant maximum de la mise en œuvre estimé à 39 500 € hors taxes, et d'autoriser M. le maire à solliciter des subventions auprès de l'Europe, de la région d'Occitanie, du département de l'Europe, et de charger M. le maire de mettre en œuvre toutes les démarches nécessaires à la réalisation du projet. Y a-t-il des questions sur ce projet? M. Aspar.
Une petite précision au sujet d'installer des matériels présents sur les activités de pêche de culture marine, et on parle de table ostréicole, mini-capetchat, et table ostréicole, c'est-à-dire C'est-à-dire qu'à côté, parce que ce sentier sera à côté de l'école de Walla, et à 10 Taurus, on va planter une table pour que, voilà, justement, pour que ce sentier puisse être. On ne va pas envoyer les jeunes dans les tables coïchicoles, mais il y aura un modèle de table coïchicole, voilà. Ça permettra. Oui, c'est une mini table. Oui, bien sûr. On va pas laisser non plus trop d'huîtres parce que c'est des gens qui viennent se servir directement, mais voilà, mettre une simulation de table justement pour que les gens sur ce sentier puissent voir un peu. Voilà, c'est très intéressant, mais j'ai quelques réserves parce que on sait très bien comment ça se passe l'été. Bon, là, c'est vrai qu'il y a des sapeurs-pompiers qui sont là, qui font les surveillances, c'est juste à côté, justement. Mais bon, ça peut être dangereux parce que les gars, ils vont s'amuser à pouvoir monter dessus. Je mettrai quelques réserves là-dessus. Alors, si je peux faire, la première des choses, c'est que l'objectif du centre Saint-Marin, c'est à la fois de promouvoir la biodiversité, mais aussi, en fait, notre État est à la fois un milieu à préserver, mais c'est aussi un milieu de vie, où il y a des métiers qui sont exercés. Et donc l'objectif du sentier, c'est de promouvoir en plus ces métiers-là aussi. Et ça conditionne entre autres aussi une partie des subventions que l'on a. Donc pour ce qui est de la capitale et de la table, l'idée c'est donc de promouvoir, mais ce sont des éléments qui sont en démonstration. Aujourd'hui, ils seront positionnés en dehors de l'aire de baignade pour éviter les conflits d'usage, mais balisés aussi. C'est une petite table de démonstration et la mise en œuvre précise, en fait, pour ça et pour la capitale, sont encore en discussion parce que bien sûr, on sait qu'il y a les enjeux sécuritaires et puis les enjeux environnementaux. Donc on voit exactement où on va les positionner. Et pareil pour la capitale, voilà, on se questionne aujourd'hui, est-ce que ce sera un panneau, est-ce que ce sera une ombre immergée, est-ce que ce sera déporté sur place, parce qu'on est bien conscient des enjeux sécuritaires dont on doit tenir compte pour ce sens. Merci. Bon, après, dans la pratique, si on met des pieux, si on met des ferrailles de l'eau, il y a des choses qui viennent se capter dessus, les gens s'approchent et ils se taillent. Voilà, c'est du bois là. C'est du bois. Sur les rochers, c'est pareil. Oui, C'est avec ce point, aussi en collaboration avec les SMBT qui gèrent tout pour être sûr qu'on soit dans des conditions. De toute façon, ce projet sera mené à la fois avec les professionnels, avec les syndicats mixtes. Voilà, je veux dire, c'est quand même assez accompagné. Il y a des fonds européens. Je veux dire, voilà, c'est quand même quelque chose qui se fait. Voilà, c'est quand même. Mais je veux bien le mot café de Tchad, je dis à Pierre Canadier, c'est sympa. Il y a eu une commission d'attribution, c'est la semaine dernière. La Capetchade, pour le moment, on n'a pas beaucoup de solutions. Non, pour le moment, on l'a mis sur le marché en option, optionnel, pour voir un peu ce qu'on pouvait nous proposer intéressant. C'est-à-dire rien pour le moment. Voilà, je mets au vote, alors qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Alors, la dernière, c'est la création d'une chambre funéraire. Alors, la préfecture nous a fait part du projet de M. Yannick Souche, entrepreneur de pompes funèbres sur la commune de Metz, qui souhaite créer une chambre funéraire à la zone industrielle de Langaronne, conformément à l'article R. 22-23-74 du CGCT. Le préfet consulte le conseil municipal qui doit se prononcer dans un délai de 2 mois et rendre un avis sur le projet. Le dossier vous a été transmis pour information. Il me semble fort pertinent compte tenu de la demande sur notre ville. C'est pourquoi je vous propose de donner un avis favorable à la création sur le territoire de la commune de Metz d'une chambre funéraire par l'entreprise Pompe Funèbre Souche, représentée par Yannick Souche. Y a-t-il des questions sur le sujet? Donc, je mets au vote qui est contre, qui s'abstient, qui est pour. Je vous remercie. Et nous avons fini le conseil municipal. Vous avez vu qu'il y a beaucoup de projets. Je vous donne un rendez-vous, bon, on se verra avant, parce que si nous
si le temps nous le permet, j'espère. Le prochain conseil municipal aura lieu le 3 juin. Monsieur Aspar. Oui, juste une petite question qui me sous le coup. Je ne comprends pas sur la question 15, pourquoi Mme Adesiba ne prend pas part au vote. Ah, encore ça. Oui, je ne comprends pas. J'ai me rappelle l'épisode. Madame Oui, on vous l'a déjà expliqué, mais on va vous l'expliquer à nouveau. Je suis agent de Héro Énergie, donc en tant qu'agent, je ne prends pas part au vote. Voilà, c'est pas plus compliqué. Si c'est ça que vous voulez entendre dire, je travaille à Héro Énergie et je l'assume complètement. Je suis chargée de communication à Héro Énergie, si c'est ça que vous voulez entendre dire, puisque Madame Dardet se posait des questions sur ce sujet. Oui, voilà, il n'y a pas que vous, mais comme vous aimez bien les polémiques, donc je vous l'annonce, voilà, puisqu'il faut annoncer sa vie privée, donc je vous l'annonce. Je suis sur un poste à mi-temps. C'est un contrat de projet que j'ai sur 5 ans, en tant que chargée de communication institutionnelle. Si vous voulez voir les travaux que je réalise, vous pouvez aller sur le site d'Héro Énergie, vous verrez toute la communication et tout ce que je peux écrire sur le sujet. Et mes capacités à avoir ce poste. Puisque vous posez des questions sur ça aussi, j'en entends parler. Voilà. Je me permets de rajouter que ça vous permettra d'avoir toutes les informations sur la structure Héro Énergie qui aujourd'hui abonde dans tous les rôles et donc vous dormirez avec plus de connaissances comme ça sur le sujet. Merci. Oui, on vous a fourni aussi le bleuet pour ça serait, on vous l'a fourni justement que vous puissiez le mettre lors des commémorations. Voilà, vous avez ça sous vos tables. Bon, écoutez, un bon retour chez vous et à la prochaine.